Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique historique, et qui dit chronique historique sur la chaîne du Parti de la France dit bien évidemment Scipion de Salm, mon historien préféré. Bonjour Scipion, comment allez-vous tout d'abord? Eh bien, bonjour Alexandre, bonjour à tous, en pleine forme comme toujours. Vous avez probablement vu le titre, Louis XIV. Oui, nous parlons aujourd'hui de Louis XIV, le roi soleil. Je me serais quand même posé une question, mon cher Scipion. Comment ça se fait que nous parlons de Louis XIV aujourd'hui alors qu'il est déjà très connu? Eh bien, justement, il est très connu en apparence, mais je dirais, il est surtout méconnu. C'est un de nos plus grands rois de France, et ça fait 2 ou 3 siècles qu'il est injustement calomnié, rabaissé, et j'aimerais rétablir des faits historiques. Dans quel contexte est-on avec Louis XIV? On va dire au milieu du XVIIe siècle, pour faire simple, quand il commence à atteindre l'âge adulte, puisqu'il a été enfant roi à 5 ans en 1643, mais c'est pas là qu'il a commencé à gouverner. Il a été formé par Mazarin, qui était le premier ministre dans les années 1650, et il gouverne effectivement au début des années 1660. Donc le contexte, c'est une Europe divisée entre un sud qui est catholique et un nord qui est protestant, très schématiquement, cette division qui passe à travers l'Allemagne. Et quand il est enfant, c'est encore la guerre de 30 ans, 1618-1648, qui ravage complètement l'Allemagne avec intervention de la France, paradoxalement du côté des protestants pour des raisons de haute politique étrangère, et d'un autre côté l'Espagne qui soutient leur cousin Habsbourg, donc au sud de l'Allemagne. Donc la guerre, de façon générale, elle se continue contre l'Espagne jusqu'en 1659, c'est un état normal de la société, pour l'époque. Les chroniqueurs trouvent que c'est affreux, ça coûte très cher la guerre, il y a évidemment beaucoup de morts, des combattants, les campagnes sont ravagées, donc c'est triste, les chroniqueurs en sont conscients, ils le déplorent, mais c'est considéré absolument comme l'état normal des choses, le triste état normal de la société. Donc je le dis puisque c'est un des reproches, à mon avis injustes, portés à Louis XIV, genre le roi belliciste, celui qui aime la guerre, celui qui fait que faire la guerre. Non, c'était normal pour les souverains de l'époque, et la démonstration par l'absurde, c'est qu'il a fait la guerre contre les autres souverains d'Europe, et eux on leur reproche jamais de faire la guerre, alors qu'il fallait être deux par définition pour faire la guerre. Donc c'est ce contexte. Même chose, on lui a beaucoup reproché d'avoir essayé de pousser les protestants à la conversion au catholicisme, et en fait, c'était la norme du temps. Autant dans les pays catholiques que dans les pays protestants, il y a une religion d'État et il faut qu'elle soit suivie par les sujets, ou même les citoyens aux Provinces-Unies, en dépit de la tolérance, mais c'est l'exception en Europe, il y a une religion d'État, une religion des classes dirigeantes, et les sujets sont fortement invités à s'y conformer. Donc là aussi, rétrospectivement, ça peut nous sembler pour le moins maladroit ou inapproprié, mais c'est vraiment les règles morales de son temps. Enfin, Louis XIV a donné des ordres, c'est le roi qui gouverne lui-même directement la France, donc ça aussi c'est les conceptions classiques au XVIIe siècle, c'est commun à la France, à l'Espagne ou Habsbourg d'Autriche pour les territoires qui gouvernent directement. Même les rois d'Angleterre ont essayé d'imposer leur autorité, on sait qu'ils ont échoué, mais enfin ils ont essayé. Et enfin, il y a eu le drame de la Fronde. C'est une révolte générale contre le gouvernement de Mazarin, mais au-delà l'autorité royale, en 1648-1653. Donc, il faut un pouvoir fort et centralisé pour gouverner la France à cette époque. Et là-dessus, Louis XIV a le plein soutien des élites du temps, qui ont été tentées par la Fronde, qui ont vu la catastrophe que c'était, et qui soutiennent la reprise en main par le pouvoir royal. Très bien. C'est intéressant, cette réputation de Louis XIV d'être belliciste alors qu'il ne l'était pas. Ça me rappelle un peu Napoléon aussi, il a cette réputation-là, alors que c'est pas lui qui déclare les guerres en général. Et c'est intéressant ce parallèle. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la politique intérieure de Louis XIV? Oui, tout à fait. Parce que la base de toute chose, c'est la remise en ordre de la France, qui s'est appuyée sur des grands ministres, donc Mazarin qui était son parrain jusqu'à sa mort, puis un vrai duo dans les années 1660-1670 avec Colbert pour les finances et l'économie, et Louvois qu'on a tendance à oublier pour l'armée. Donc il y a deux très grands ministres qui ont été suivis par Louis XIV. C'est ça ce qu'on appelle le gouvernement personnel. Il accumule pas lui-même les dossiers suivis dans les détails, mais il suit les grandes lignes, il suit au quotidien les grandes lignes, et il arbitre au besoin.
Donc cette remise en ordre qui s'appuie sur un réseau d'intendants. Donc les provinces sont subdivisées en 2-3 intendances, c'est à peu près intermédiaire entre les régions et les départements actuels. C'est l'équivalent de 3 départements à peu près. Donc il y a un intendant qui gouverne ce qu'on appelle une généralité, et l'intendant il s'occupe de la police et des finances, à savoir le maintien de l'ordre, puisque la révolte de la Fronde a entraîné une explosion du brigandage, qui nuit à absolument tout le monde, à commencer par les paysans, et donc une action de justice, donc de police, de justice et de finances, puisqu'il faut financer l'État. Depuis qu'on a inventé l'État, donc les impôts, les contribuables sont toujours mécontents de payer des impôts. Enfin, les impôts sont nécessaires à l'État, et justement, Louis XIV et son ministre Colbert ont essayé d'établir des impôts justes, c'est-à-dire payés selon les revenus réels des gens, et essayer dans une certaine mesure de faire payer les privilégiés, c'est-à-dire la noblesse et le clergé, même si ça a été très délicat de faire payer les privilégiés. Donc les privilégiés, c'est ceux qui bénéficient de lois particulières, étymologiquement, sachant qu'en théorie, le clergé se dévoue au sein de l'Église, la noblesse se dévoue à l'armée pour se battre pour la France, et Colbert a chassé les tricheurs, c'est-à-dire ceux qui étaient tonsurés mais sans être ordonnés prêtres, sans être religieux, qui se réclamaient des privilèges du clergé, ou les nobles qui n'allaient pas du tout à l'armée et qui prétendaient ne pas payer d'impôts. Sans compter tous les faux nobles. Colbert a lancé une enquête sur la fausse noblesse, où ils ont trouvé des dizaines de milliers de noms. Donc ils ont été rattachés tout simplement au registre des contribuables. On leur a pas infligé je ne sais quel supplice selon la caricature du Moyen-Âge. Non, on les a obligés à payer des impôts comme tout le monde, et on leur a dégradé de leur fausse noblesse. Enfin, sur le plan intérieur, Louis XIV est un des premiers souverains à s'intéresser vraiment en détail à l'économie, et il pense que la France doit tout produire, y compris les produits sophistiqués, à savoir par exemple les vêtements. Il faut bien qu'on produise les vêtements, y compris les vêtements de luxe en France. Alors rétrospectivement, donc il y a une mode masculine et féminine que Louis XIV a influencé lui-même en montrant l'exemple à la cour, d'abord au Louvre, aux Tuileries, puis à Versailles. Alors la mode masculine est rétrospectivement un peu ridicule, mais enfin bon, ce sont des choses qui des fois arrivent à la mode, mais il y a eu tout un art à la française, avec les vêtements à la française, l'habit à la française. Ça, l'habit, c'est ce qui est resté, c'est le moins ridicule, avec la soie notamment. Donc il y a tout un travail d'autonomie de production, même chose pour les miroirs, la fameuse galerie des glaces à Versailles. C'est magnifique, ça fait partie du soutien aux arts et aux lettres, c'est comme Versailles, c'est un symbole du savoir-faire français. Il faut savoir, c'est le centre du pouvoir royal, qui doit être magnifique pour impressionner les sujets et les visiteurs étrangers, montrer la puissance du roi, et deuxièmement, être une vitrine de la nouvelle excellence française. Quand on a fait la galerie des glaces, un assemblage de petits panneaux, mais c'est déjà des panneaux relativement grands pour l'époque. Donc Louis XIV a vraiment lancé les manufactures, c'est les ancêtres des usines. Il n'y a pas encore de moteur, donc c'est pas encore de l'industrie, mais c'est les ancêtres des usines. Donc il faut que la France soit autosuffisante, sachant que c'est un grand pays, donc c'est tout sauf absurde. Quels produits dont-elle a besoin sans importer, et même qu'elle exporte nos produits de luxe, voire des produits proto-industriels. Et à l'époque, il a lutté contre la domination économique, c'était les Hollandais, sachant que ce sont nos amis des Pays-Bas, mais à l'époque on disait déjà en français courant, les Hollandais. Donc il y a une vraie lutte contre ça, et une volonté de développer la richesse en France. Le bilan a été mitigé, au sens où il n'y a pas eu des vrais préludes à l'industrialisation, comme il y a au XVIIIe en Grande-Bretagne, mais il y a eu néanmoins une correction par rapport à l'époque précédente, où il y avait des importations massives pour à peu près tous les produits un peu sophistiqués. Donc Louis XIV a mené un des premiers, une grande politique économique, et souvent sous fonds privés ou associations de fonds publics et de fonds privés. Donc il y en a qui disent que c'est le précurseur de Staline, c'est totalement faux. Donc c'est vraiment une politique industrielle particulièrement sensée, avec des barrières douanières, non pas excessives, mais là où elles sont nécessaires pour permettre le développement des produits français. Merci Scipion pour m'avoir parlé de la politique économique de Louis XIV et ainsi que de sa politique intérieure.
Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de sa politique extérieure et coloniale? Tout à fait. Donc on est parti de la politique intérieure avec des impôts qui rentrent efficacement avec Colbert. Ça permet de financer le rétablissement de l'ordre en France et la politique extérieure, donc en Europe et au-delà de l'Europe. Au-delà de l'Europe, Louis XIV est l'ancêtre de nos amis, les cousins, les Québécois. Les Québécois sont arrivés en masse, si l'on peut dire, quelques milliers dans les années 1660. Donc c'est l'essentiel du peuplement du Québec, vient de cette période. Et Louis XIV est l'ancêtre de l'Amérique française, puisqu'il nous a légué la Louisiane. Donc aujourd'hui c'est l'État américain encore sous ce nom, mais c'était beaucoup plus vaste, c'était toute la vallée du Mississippi, qu'on appelait le fleuve Colbert. Donc Louis XIV a ouvert un continent à la colonisation française. Il se trouve qu'on a perdu les guerres au XVIIIe siècle contre les Anglais, mais il est mort en 1715, donc c'est pas de sa faute si les guerres ultérieures ont été perdues. Donc Louis XIV a une grande politique coloniale qui s'appuie sur une marine de guerre. Il a relancé la marine de guerre qui est à moitié à l'abandon, donc on lui doit les grands arsenaux à Brest et à Toulon, un pour l'Atlantique, un pour la Méditerranée, avec 2 grandes rades dans lesquelles on peut déployer des flottes. Donc c'est remarquablement bien pensé et concentré. Et il y a aussi la flotte commerciale. Donc on essaye de construire des navires en France. Avant on achetait surtout des navires hollandais. On essaye aussi de construire des compagnies commerciales françaises. C'est-à-dire qu'on associe des dizaines, voire des centaines d'armateurs pour faire du grand commerce, que ce soit à destination de l'Inde, voire, c'est plutôt dans les rêves que dans la réalité, de la Chine, parce que c'est vraiment le bout du monde à l'époque, avec 2 ans de voyage, en tenant compte des moussons. Mais enfin, il y a un grand travail, donc la France s'est hissée quasiment au niveau de l'Angleterre ou de la Hollande, pour la marine militaire, devant pour la marine militaire, et quasiment au niveau pour la marine civile. Donc c'est le genre de choses qui ont été complètement abandonnées. Depuis les années 60, il y a toujours des discours publics sur la marine française, civile comme militaire, mais en fait c'est complètement abandonné. Donc Louis XIV a été dans ce domaine, là encore, un modèle. Quant à la politique extérieure, c'est une constante de la monarchie française depuis le IXe siècle, c'est-à-dire c'est le partage de l'empire de Charlemagne. On a perdu, contre les ancêtres des Allemands, tous les territoires entre Meuse et Rhin. Donc à l'ouest, c'est clairement des Français, à l'est, à part nos amis alsaciens bien sûr, c'est quand même plutôt des Allemands. Donc c'est un territoire disputé. Au IXe et au Xe siècle, ce sont les Allemands qui ont gagné, il faut bien le reconnaître, puisque la frontière était portée sur la Meuse, avec Verdun et Metz, qui sont des villes françaises et francophones, qui étaient considérées comme allemandes. La Louis XIV, la lignée de Louis XIII, y corrige cette frontière qui a été fixée suite à nos défaites, et c'est un des premiers grands rois à la corriger massivement, puisqu'il rattache Strasbourg à la France, et même chose, au nord, il rattache Lille à la France, donc quand on dit, ou Besançon dans l'Est, donc quand on dit que c'est, je ne sais pas, un dictateur mégalomaniaque, expansionniste, non, c'est vraiment des territoires français, perdus à cause des vicissitudes de l'histoire, qui retournent à la France. Donc Louis XIV nous a laissé des legs fondamentaux dans ce domaine. Alors après, ces guerres ont été dures, il n'y a pas eu que des victoires, mais enfin c'est une action absolument nécessaire pour la France. Il a même été plutôt scrupuleux. Il a failli annexer la Lorraine, là aussi terre française, et puis il a décidé de la rendre à son duc en 1697, parce que le duc de Lorraine était un héros européen de la lutte contre les Turcs. Les Turcs tenaient encore l'Europe du Sud-Est. Donc, par estime pour le duc de Lorraine, il lui a rendu la Lorraine en 1697. Donc, c'est pas du tout, disons, un maniaque agressif. On voit le genre de geste qu'il était capable de faire. Et la Lorraine a été annexée un peu plus tard sur Louis XVI. Même chose, les fameuses réunions, c'est des territoires. À la frontière actuelle entre la France et l'Allemagne, il aurait souhaité une frontière française, 30 km un peu plus à l'intérieur de l'Allemagne. Bon, pourquoi pas du point de vue des intérêts français. Donc une politique raisonnable, rationnelle, conforme à nos intérêts nationaux. Enfin, après 1700, ce qu'on lui a reproché parfois, mais il ne pouvait pas faire autrement, c'est la guerre de succession de l'Espagne, quand son petit-fils, Philippe V, a hérité du trône d'Espagne, puisqu'il descendait des rois d'Espagne par les femmes, et qu'il n'y avait plus d'héritier direct en Espagne. Donc Louis XIV l'a soutenu, et il y était obligé. Là encore, c'est pas une mégalomanie dynastique, c'est parce que si c'était pas lui, ça aurait été les Habsbourg de Vienne qui se seraient imposés à Madrid, et avec une hostilité
constante contre la France. Donc il n'a pas vraiment le choix. Là encore, ça a été une guerre très dure contre les puissances européennes coalisées, mais finalement, il a réussi à avoir des cousins, donc plutôt favorables à la France, même si l'histoire est complexe, en tout cas des cousins des futurs rois de France, mais qui descendent tous de Louis XIV, plutôt que d'avoir une branche hostile des Habsbourg d'Autriche. Donc de façon générale, le bilan de Louis XIV est absolument remarquable. Je ne dis pas que les Français n'ont pas souffert, ni plus ni moins que les personnes du temps. Il y a eu des hivers très rudes, mais ça montre la malhonnêteté des historiens du XIXe siècle. Quand on dit le grand hiver sous Louis XIV, il y a eu des hivers très francs en 1794, en 1707. Mais ça, c'est pas de la faute de Louis XIV, il a fait très froid, et que beaucoup de Français sont malheureusement par centaines de milliers morts de froid ou de faim. C'est très vrai, mais ça a affecté toute l'Europe, et ce n'était le temps ou le climat absolument pas de sa faute. Mon cher Scipion, vous avez expliqué le bilan réel de Louis XIV, vous avez expliqué pourquoi il y avait une image négative persistante et absolument injuste par rapport à Louis XIV. Je vous remercie d'avoir rétabli cette vérité historique tout d'abord. Est-ce que, pour conclure, vous pourriez nous raconter comment est mort Louis XIV, ce qu'il nous a laissé en héritage? Oui, alors Louis XIV a montré l'exemple de la mise en scène de la mort, ce qui est normal pour les rois de France, mais c'était une grande mise en scène à Versailles, avec une très belle mort chrétienne. Il voulait montrer l'exemple à ses sujets, donc ça n'a pas été un saint tout au long de sa vie, même s'il a été un monarque consciencieux. C'est un peu amusé dans sa jeunesse, mais il est mort septuagénaire, ce qui était très vieux pour l'époque, faut jamais l'oublier. Il se savait condamné, donc il avait la gangrène à la jambe, ce qui à son âge était forcément mortel. Quand bien on lui aurait coupé la jambe, il n'aurait pas pu s'en remettre. Donc on s'est posé la question, et il a été un exemple de sérénité face à la mort. Il a donné les conseils pour la poursuite de l'État, donc il y a les deux, son salut personnel et la poursuite de l'État, conseils qui n'ont guère été suivis, il a été absolument exemplaire, et le drame, là encore pour nous Français, c'est à quel point a été calomnié par la suite. D'abord par la contestation aristocratique au XVIIIe siècle, avec le duc de Saint-Simon, qui est un écrivain génial, il faut le reconnaître, mais très très mauvaise langue, donc il n'a pas arrêté de dire du mal de Louis XIV et de sa cour, plus de la cour que Louis XIV lui-même. De Fénélon, qui en a vu un horrible dictateur royal au lieu de la monarchie aristocratique de ses rêves. Fénélon, c'est le Télémaque, qui est une œuvre littéraire superbe, mais un pamphlet politique. Et enfin, les historiens du XIXe siècle, qui précisément ont tout fait pour salir quelle était l'incarnation d'un grand monarque et d'une grande politique pour la France, et ils ont d'autant plus sali que c'était relativement proche. Ils pouvaient reconnaître que Philippe Auguste ou Philippe le Bel, plusieurs siècles avant eux, les républicains étaient des très grands rois de France, là d'accord, et dire que Louis XIV était un très grand roi qui a mené une excellente politique, ça les gênait, donc ils ont été profondément malhonnêtes dans leur jugement historique. Et ça fait partie des idées reçues pour Louis XIV. Enfin, je conseille aux téléspectateurs qui veulent approfondir le sujet de lire le Louis XIV de François Bluch. C'est la meilleure biographie sur le personnage, assez épaisse, mais enfin pourquoi pas. Si on veut découvrir ou redécouvrir le vrai Louis XIV, c'est le meilleur livre à lire. Formidable. Ce n'est pas le règne le plus long qui n'ait jamais eu lieu? Peut-être que je dis une bêtise. C'est une idée Non, pas du tout. Mais ça s'explique par le fait qu'il était roi à 5 ans. Il était roi théorique à 5 ans. Il est mort septuagénaire à 77 ans. Donc si on fait le compte, c'est en effet le plus long règne de l'histoire de France. Après, pas forcément de l'humanité, parce qu'il y a des empereurs de Chine qui ont à peu près le même parcours. Un roi théorique à 5 ans, mort septuagénaire. Donc on peut savoir, est-ce vrai le plus grand roi de toute l'histoire du monde, ou souverain, c'est pas sûr, mais de l'histoire de France, c'est certain. Mais surtout, il a effectivement dirigé la France pendant une cinquantaine d'années, et avec un dévouement et une lucidité exemplaires. C'est ça que j'insiste sur ce rôle moderne. C'est pas le plus intelligent dans l'absolu, c'est pas le plus cultivé. Louis XV et Louis XVI étaient probablement plus intelligents et plus cultivés, mais ils n'étaient pas aussi lucides et consciencieux que l'a pu être Louis XIV. Je vous remercie Scipion pour nous avoir partagé l'histoire de Louis XIV. Très bonne chronique historique encore une fois. Je vais vous revoir très prochainement, très probablement, pour parler d'autres héros qui ont fait l'histoire de France. Et chers abonnés, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un pouce bleu, nous faire des donations sur notre page qui sera en description. Et si vous n'êtes pas adhérent encore au Parti de la France, qu'attendez-vous ?
et mettez bien la cloche sur les abonnements pour suivre les prochaines chroniques historiques de Scipion de Salm. C'est toujours très volontiers. Merci Alexandre, merci à tous de nous suivre. Au revoir et à bientôt pour un nouvel entretien du Parti de la France, et rejoignez notre Telegram pour suivre les forums du Parti de la France tous les vendredis soirs à 21h.